situation allait de mal en pire. J'ai repris la parole pour dire à ces paysans que non, la croissance économique, la croissance vient du mot croître, a apporté la solution à ces paysans, mais pas les coucher, à relever les défis des contrastes économiques que nous éprouvons depuis bien longtemps. D'une part, il y a croissance économique, mais de l'autre, la population vit dans la misère. Et c'est ainsi que j'ai résolu de mener mes travaux de recherche autour de ce thème, financiarisation de l'économie congolaise, socle de la croissance endogène. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais situer les canevas ou les plans de mon travail. D'abord les plans, et dans les plans nous avons la problématique, les hypothèses, l'objet de la thèse, méthodologie, canevas, résultats et implications ou recommandations si vous voulez. Je passe directement à la problématique. Et le premier point, c'est le contexte. Je voulais d'abord décrire le contexte dans lequel notre économie évolue pour me permettre de mener une recherche approfondie. Comme vous l'avez remarqué, la nature de notre économie, c'est une économie de rente, caractérisée essentiellement par l'extraversion, et dit par la triple dépendance. La dépendance commerciale, la dépendance financière et la dépendance technologique. Mais aussi par la prédominance du secteur informel. Notre économie est dominée par l'informel, mais aussi par la dollarisation et la désarticulation de l'économie, et pour en finir, ce que je qualifie de la ruralité économique. Quelle est la position du problème? Les problèmes dont souffre l'économie congolaise, c'est le problème du sous-financement de l'économie. Et pour cause, nous sommes l'un des rares pays qui ne dispose pas d'un marché financier. Et son secteur bancaire est dans un état, si pas embryonnaire, mais dans un état peu développé. Et cela est caractérisé par la modicité du crédit bancaire. Et ceci ne permet pas à l'économie, à notre économie, d'avoir une vitalité et pour nous permettre de dégager des résultats escomptés. Mais pour résoudre ces problèmes, je me suis posé un questionnement central. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre économie souffre du sous-financement. Comme vous le savez, nous avons deux types de financement. Le financement classique, le financement bancaire, d'une part, mais aussi le financement boursier ou le financement financier. Partout dans tous les pays du monde, les pays développés, même émergents, et même quelques rares pays africains, nous avons toujours, aux côtés du financement classique, il y a toujours un financement boursier, un financement financier qui n'existe pas encore dans notre pays. Voilà pourquoi je me suis posé la question. Quelle est l'influence de la financiarisation de l'économie si la croissance endogène en République démocratique du Congo?
Parce que, je disais tantôt, qu'on a toujours parlé de la croissance économique, mais la particularité de ces travaux de recherche, la croissance qui fait l'objet de notre recherche, c'est la croissance endogène. Et pour répondre à cette préoccupation centrale, il y a 4 questions spécifiques que je me suis posées. La première question, c'est de savoir quel est l'état des liés du système financier congolais. Exerce-t-il un effet d'entraînement sur la croissance endogène? Ça, c'est la première question spécifique que je vais me poser. La deuxième question, existe-t-il un lien entre la qualité des institutions et la performance économique? Troisième question, les crédits à l'économie impactent-ils positivement la croissance économique en RDC? Et la toute dernière question, est-ce l'ouverture économique ou l'extraversion économique est-elle bénéfique à la croissance endogène? Et suite à ces préoccupations, j'ai essayé d'apporter des réponses provisoires. Comme vous le savez, depuis le XVIIIe siècle avec Adam Smith, il y a toujours une corrélation. Il y a un lien vertueux entre la finance et l'économie. Et vous remarquerez même plus tard, au XXe siècle, Joseph Schumpeter, l'auteur de l'innovation, revient là-dessus pour parler aussi et démontrer combien le financement, combien la finance peut impacter positivement la croissance économique. Et plus tard, il y a beaucoup d'auteurs comme Gerlei et Chao qui ont démontré comment la finance peut influencer l'économie. Donc, comme vous l'avez remarqué, notre économie est à cet état, c'est parce qu'il manque le financement. Le secteur financier est peu développé. Sinon, c'est un secteur encore au stade embryonnaire, parce que le seul secteur qui fonctionne encore, tant bien que mal, c'est le secteur bancaire qui fait partie du secteur financier. Et en menant des recherches, j'ai pu constater, à cause de la faiblesse du crédit alloué à l'économie, l'impact du crédit qui se situerait aujourd'hui à 5% alors que la moyenne africaine est à 12%, n'impacte pas suffisamment ou significativement notre économie parce que la modicité des crédits qu'on alloue à l'économie, la modicité des crédits qu'on alloue à l'économie ne permet pas d'engager une croissance économique et même une croissance endogène dans notre économie parce que l'économie, les finances comme le sang dans le corps humain, les finances comparées comme le sang dans le corps humain dans une économie. Donc une économie qui n'est pas financiarisée, qui n'est pas bancarisée, ne peut pas donner des résultats escomptés. Aussi par rapport au rôle que joueraient les institutions. Et là, il y a plusieurs auteurs, en commençant par les prix Nobel américains, qui a démontré, je disais, d'abord l'américain d'origine grecque, Acemoglu, qui a une publication assez intéressante qui a démontré comment les institutions, la qualité des institutions peut améliorer qualitativement et quantitativement le secteur économique, mais aussi, ne l'oublions pas, au pays aussi, il y a des études qui ont été menées par des professeurs, les profs Kabouya et les profs Soumata ici présents, qui ont essayé de démontrer que les performances et les contre-performances dans notre pays seraient justifiées par la qualité des institutions. Et l'extraversion économique, c'est clair, quand il y a extraversion économique, comme c'est le cas chez nous,
il est difficile d'engager le secteur économique, d'autant plus que notre secteur, comme je l'ai dit, il est totalement dépendant de l'extérieur et le secteur économique est concentré exclusivement au secteur primaire avec l'exploitation des produits miniers qui sont exportés à l'État. Donc, par conséquent, il n'y a pas un effet d'entraînement dans le secteur économique. Bien au contraire, ce sont les importateurs, les pays vers lesquels nous exportons des produits qui bénéficient de notre exportation et nous continuons à couper parce que ce que nous les exportons à l'état brut, donc on n'essaie pas de les transformer ici, donc ça ne donne aucune valeur ajoutée et ça ne permet pas d'engager une activité économique suffisante. Tout de suite, je passe à l'objectif. Quel est l'objectif poursuivi par notre thèse? L'objectif principal, c'est d'évaluer l'incidence de la financiarisation de l'économie sur la croissance endogène. Tandis que les objectifs spécifiques, il y en a 4. Premier objectif spécifique, c'est de mener une étude empirique pour déterminer l'impact de la financiarisation de l'économie sur la croissance en RDC. Deuxième objectif, c'est de démontrer les performances ou les contre-performances économiques en RDC qui sont fonction de la qualité des institutions ou de la gouvernance institutionnelle. Troisième objectif, c'est comment évaluer l'impact du financement classique au crédit bancaire sur l'économie. Et le quatrième et le dernier objectif consiste à démontrer les effets pervers de l'extraversion économique dans notre environnement, à la matière des financiers comme les macroéconomistes, afin de vérifier les hypothèses que j'ai pu élaborer. Le canevas du travail, mon travail, comprend 2 parties. Il y a la première partie, c'est le cadre théorique sur la financiarisation de la croissance économique. Et la deuxième partie, c'est la démarche empirique de la thèse, c'est-à-dire analyse de la financiarisation économique sur la croissance endogène. Et les 2 parties, chacune des parties comprend 2 chapitres. Pour la première partie théorique, nous avons le premier chapitre qui porte sur les fondements conceptuels de base. Donc, dans cette partie, j'ai essayé un peu de parcourir la théorie qui relie les liens entre la finance et l'économie. J'ai essayé de parcourir la revue de littérature, voir quels sont les auteurs qui, depuis le 20e siècle, le 19e siècle au 20e siècle, ont pu démontrer comment la finance impacte-t-elle positivement la croissance. Et le deuxième chapitre a porté sur la relation qui existerait entre la financiarisation et la croissance endogène. Le 3e chapitre, et j'ai pu observer, j'ai pu constater par exemple, pour évaluer certains indicateurs financiers, afin de voir quel lien qui a existé entre la financiarisation ou les indicateurs financiers par rapport à la croissance endogène. J'en ai pris 4 indicateurs. Le premier, j'ai essayé de voir l'intermédiation bancaire. Et comme vous le constatez, quand vous prenez de 1980 en 2018, vous allez constater comment l'intermédiation bancaire, si déjà en 1980 se situerait à 25%, mais vous allez constater que déjà à 2000, ça a baissé sensiblement autour de 4%, et il faut attendre 2008 où on a remarqué, à cause des réformes qui ont été menées dans le secteur bancaire, qu'on a vu une sorte d'ascendance
ou de monter de cette intermédiation financière et qui a poursuivi jusqu'en 2018. Mais au-delà de cette ascension, vous remarquerez que l'intermédiation financière est toujours faible par rapport à ce qu'on peut constater à travers d'autres pays africains. Donc, en d'autres termes, les gros des moyens financiers de paiement évoluent en dehors des circuits bancaires, dans les circuits informels. Alors que si dans un pays où l'économie n'est pas suffisamment encadrée par les secteurs financiers, la conséquence c'est que nous assistons à la thésaurisation, nous assistons à un volume beaucoup faible de crédit parce qu'en réalité, ce que les banques octroient aux agents économiques, ce sont les dépôts de ses clients. Dès lors qu'il n'y a pas assez de dépôts dans les banques, il est difficile que ces dernières accordent des crédits qui permettent aux opérateurs économiques, aux agents économiques de fructifier ou de mener des travaux, des activités économiques. Deuxième tableau, c'est la bancarisation. Si la bancarisation en 1980 était autour de 6%, vous allez constater qu'au début, vers la fin des années 90 et même début du troisième millénaire, la bancarisation est faible. La raison est claire. Dans notre pays, vers les années 91 et même 93, nous avons assisté à ce que nous avons décrié ici, le pillage qui a détruit le tissu économique et par ricochet a mis à mal le secteur bancaire et conséquences, vous remarquerez même dans le trafic que c'est moins de 1%. Maintenant, il faut attendre, comme je l'ai dit, la réforme qui est intervenue vers les années 2005 pour voir, et surtout en 2011, avec la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État, des enseignants, des professeurs d'université que vous êtes, qu'on a vu un peu beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés bancaires ont investi dans ce secteur et puis on a vu que la bancarisation a évolué et se situerait aujourd'hui autour de 62% à cause des réformes et surtout de la bancarisation intervenue en 2011 par la réforme qui a eu lieu. Et puis, quand vous remarquez, il y a la densité bancaire et son évolution. On voudrait voir comment est-ce que les banques pénètrent-elles l'environnement économique, la population. On essaie un peu d'évaluer comment est-ce que, combien de personnes, combien de Congolais ont accès, ont des comptes bancaires, mais quand vous remarquez, vous constaterez avec regret qu'il y a aussi à ce niveau-là, la densité est faible, du fait que les quelques rares banques qui existent ne se retrouveraient que dans des grandes villes, mais les gros de la population congolaise, qui se retrouvent dans les milieux ruraux, n'ont pas accès aux services des banques parce qu'il n'y a pas de banques qui installent leurs agences dans les milieux ruraux, alors que les milieux ruraux comprendraient. C'est parce qu'on parle de la croissance endogène. Quand on parle de la croissance endogène, on fait allusion au capital public, capital humain, capital physique et capital technologique, qui va permettre à ce que les investissements réels puissent émerger et permettre à ce que la croissance endogène devienne une réalité. Et ceci va booster l'économie de manière à ce que, parce qu'il y a croissance, il y a toujours création d'emplois et puis l'amélioration du pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, aux côtés de l'économie réelle, nous devons avoir l'économie des marchés financiers. Et là, j'ai présenté dans notre pays, il faudrait qu'on arrive à avoir une sorte de spécialité bancaire. Nous devons avoir les banques d'affaires, les banques de crédit, les banques de développement, les sociétés d'assurance. Dans d'autres pays, ce sont les sociétés, quand nous parlons de finances, il n'y a pas que les banques. Nous avons des institutions financières bancaires, nous avons aussi des institutions financières non bancaires comme la SONAS. La SONAS, heureusement aujourd'hui, nous avons quitté le domaine des monopoles, nous sommes dans la libération des assurances. Je crois dans d'autres pays, ce sont les assurances qui viennent à la rescousse de l'économie. Mais ici,
la SONAS, pendant autant d'années qu'elle a existé, n'a pas pu permettre à l'économie d'évoluer. Et il y a aussi INSS qui est réunie aujourd'hui, CNSS, la caisse de la sécurité sociale, mais aussi les FPI, Fonds de promotion industrielle, qui devraient en principe devraient soutenir l'institution financière en fait, à terme, parce que cette récession, c'est avoir une bourse de valeur mobilière dans notre pays. Nous sommes l'un des rares, même les petits pays à côté de nous ici, le Rwanda, le Gabon, ont des bourses de valeur. Il n'y a que nous, qui juste ici, nous n'avons pas une bourse de valeur. Or, sans bourse de valeur, il est difficile de notre économie de décoller. Donc, mon plaidoyer est tout le temps, et pendant toutes les années de recherche, c'est à terme que nous ayons une bourse de valeur qui nous permet de booster l'économie, parce qu'avec une bourse de valeur, non seulement ça va mobiliser l'épargne locale interne, mais aussi ça va attirer l'épargne internationale et ça va permettre à ce que notre économie, nos opérateurs économiques puissent avoir les moyens de leur politique pour mener afin que l'économie devienne beaucoup plus attractive et que l'économie soit une économie qui rencontre les préoccupations et relève des défis qui est les nôtres. Une croissance appauvrissante. Si vous attendez pas une croissance appauvrissante. Partie économique. Vous avez exploité parler de la spécification du modèle. Pouvez-vous nous dire ce que signifie la spécification du modèle? La spécification du modèle. Merci pour la parole. La croissance appauvrissante, c'est ce que nous appelons en économie effet Duisenberg. Duisenberg, c'est le premier président de la Banque centrale européenne. Quand il était en Afrique de l'Ouest, il a constaté que beaucoup de pays d'Afrique avaient des croissances avoisinant même les 2 chiffres. Mais dans l'entretemps, la qualité de la vie des populations n'évoluait pour autant. C'est-à-dire, la croissance économique, comme il est dit lui-même, c'est-à-dire l'extérieur est embelli, on présente des chiffres. Croissance, nous avons 6%, 8%, mais l'intérieur est pourri. Pourquoi? C'est parce que quand nous parlons de la croissance économique, en réalité, ça devrait être, comme je dis, la création de richesses. On devrait, en principe, avoir la plus-value. Mais ici, dans notre pays, en Afrique et particulièrement dans notre pays, c'est pourquoi je qualifie ça de la ruralité économique, nous nous comportons comme on s'est comporté au Moyen-Âge. C'est-à-dire, nous cueillons, nous prenons seulement les mines à l'état brut et nous les exportons. Alors, tout... Bon, par une phrase, ce qu'on a pu constater, évalué à plus de 40 milliards. Mais dans l'entretemps, quand vous vérifiez la qualité de vie de la population, par rapport à la population, au PIB qui autrefois était moins que ça, vous constatez aujourd'hui que la population s'est appauvrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une corrélation. Ça n'a aucun impact social. Parce que pour qu'il y ait une croissance et un impact social, il y a 2 éléments. C'est un indicateur économique, à son répondant, indicateur social. Quand il y a croissance dans tous les pays du monde, il y a création d'emplois, mais aussi amélioration des qualités de vie. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Quelle solution peut-on apporter à la désintégration de l'économie congolaise pour que finalement elle se mondialise ou elle s'internationalise? C'est la première question. Se mondialise. La solution est simple. Nous avons dit, et vous l'avez d'ailleurs répété, que notre économie est désintégrée, elle est désarticulée. Nous devons commencer par l'intégrer de l'intérieur. Et la bonne manière de l'intégrer, c'est de créer, nous sommes un sous-continent. Ce n'est pas normal que je suis à Kin ici,
Même pour aller chez moi à Kibombo, il faut prendre un avion, il faut prendre tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, les moyens les plus simples, de relier les provinces? D'abord, ça c'est la première chose, de manière à ce que... Parce que la mondialisation, c'est quoi? La circulation des biens et des services. Que les biens et les services circulent d'abord à l'intérieur du pays avant d'envisager. Parce qu'il y a un président américain qui avait dit ceci: aucun État ne peut s'octroyer de l'extérieur ce qui ne sait pas se donner de l'intérieur. Donc il faut d'abord de l'interne. Il faut que notre économie... Nos amis qui sont à Lubumbashi préfèrent acheter à Zambie que venir acheter en Bujimaï, par exemple. Donc il faut d'abord créer ce que j'appelle les routes, les industries industrialisantes. Les routes peuvent être une voie de sortie. Deuxième élément, il faut aussi que l'économie... Pourquoi nous passons du secteur primaire directement au secteur tertiaire? Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une industrie? On peut commencer avec des industries de substitution, de manière à ce qu'il y ait la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, parce que si on ne crée pas la richesse de l'intérieur, on attend seulement ce qui peut venir de nos exportations, encore que ces exportations soient à l'état brut. Donc on ne peut pas. Donc il faut d'abord commencer en interne, maintenant on va à la sous-région, et puis on peut maintenant espérer. On ne peut pas, au stade où nous en sommes, où nous ne sommes pas intégrés de l'intérieur. Et même toutes partout où nous sommes, SADC et tout ça, nous sommes devenus quoi? Au lieu d'être un état de production, nous sommes un état de consommation. Parce qu'on ne produit rien. Qu'est-ce que nous vendons? Si de l'intérieur même, tout ce que nous mangeons, comme je l'ai dit, nous produisons ce que nous ne mangeons pas, nous ne consommons pas, et nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est ça tous les drames. Comment voulez-vous, par exemple, ici, même les câbles ici, nous avons les mines au Katanga. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fabriquer des câbles électriques ici? On peut résoudre ça. Est-ce que les produits alimentaires, nous dépensons au moins 1,5 milliard de dollars pour importer les riz et les maïs? Est-ce qu'on ne peut pas les produire? Je crois que Musée, Thérèse Mémoire, avec Kanyama Kassese, a démontré qu'on peut ne fût-ce que nourrir les Katanga sans recourir à la Zambie. Donc en interne, quand on aura résolu en interne, on va à la sous-région, nous allons à la région, et alors seulement on peut espérer aller à la mondialisation. Parce qu'à la mondialisation, c'est les échanges. Sinon, nous serons seulement un espace de consommation, comme c'est le cas. Alors que si nous produisons de l'intérieur, on peut exporter les produits manufacturés. Arrêtons avec les mines et les bois à l'état brut que nous exportons. Et les produits nets bancaires. Les produits nets bancaires, PNB, pas le produit national brut, les produits nets bancaires. Marge d'intégration bancaire et les produits d'aide bancaire. Ça, c'est la première question. Je commence par la troisième question. J'ai préconisé la création des banques agricoles et j'ai même dit qu'il n'y avait pas de banques d'origine congolaise. Qu'est-ce qui explique? Je crois que dans tous les pays du monde, on a toujours dit qu'il n'y a pas d'économie sans crédit. Dans notre pays, malheureusement, la politique de crédit, de l'octroi de crédit n'existe pas. Et ajouter à cela, le cadre lui-même, l'environnement économique lui-même n'est pas propice. Le troisième élément, pour investir, il faut avoir les coûts de risque. Je note ici que même les Congolais, parce que je ne peux pas dire que seulement les Congolais n'ont pas de moyens, même ceux qui en ont, ils ne prennent pas les risques d'investir. Parce qu'investir, il faut être riscophile. Quand on est riscophile, comme c'est le cas aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre des risques dans ce secteur. Dans ce secteur, parce qu'entre autres, il y a des tracasseries d'ordre administratif et d'ordre de police. Et un autre élément, l'environnement. Les tracasseries, comment? Ce ne sont pas des tracasseries pour les nationaux. Il n'y a pas de tracasseries pour les étrangers. Les étrangers bénéficient de la protection des nations, malheureusement. Il n'y a pas une bonne politique pour promouvoir l'actionnariat congolais. Les problèmes, c'est là. Un autre problème, les Congolais, très peu de Congolais peuvent se mettre ensemble pour créer quelque chose. Alors que les investissements comme cela demandent à ce que vous êtes à 5 professeurs, vous mettez ensemble, créer une entreprise, créer une banque. Mais on constate malheureusement que dans
dans notre pays, il n'y a pas assez d'initiatives collectives pour la société. Et la disparition de la banque populaire agricole. La disparition, c'est parce qu'elle est politique. Parce que très souvent, c'est quoi? Quand on met, c'était une banque congolaise, mais quand les gens bénéficient de lignes de crédit, ils ne remboursent pas. C'est le calme de la société. Donc, c'est ça que je veux savoir, voir la thèse, la culture et la politique. Et donc, vous aurez le pouvoir et le référendum pour transmettre la matière aux étudiants. J'ai insisté sur le fait que les banques n'ont pas comme moyen tout simplement les dépôts. Non. Les banques ont comme source de financement des activités d'abord les fonds propres. C'est pourquoi l'offre de services financiers et les thèmes touchent les services de la demande, non, touchent la demande des services financiers. Donc je voulais, première question, vous me dites dans les indicateurs que vous avez analysés, voici les indicateurs qui permettent de quantifier l'offre et voici les indicateurs qui permettent de quantifier la demande des services financiers. Ça c'est la première question. Parmi les indicateurs, lesquels quantifient l'offre et... Où il y a les gens qui disent que c'est et c'est l'aspect qui inclut l'aspect financier ou c'est l'aspect financier qui inclut l'aspect Non, les titres, j'ai noté, comme Goldsmart, comme vous l'avez dit, que tantôt c'est la financiarisation qui booste la croissance, mais aussi, comme on l'a remarqué en 2009, et une autre période où la financiarisation va apporter la croissance. Quand nous prenons dans les années 60, avec des révolutions qui ont mis en évidence en fait le rôle de la libéralisation financière dans le problème de développement et dans le problème de croissance. Ok. Et vous faites le projet de la finance directe des marchés financiers, effectivement. C'est bien dans un sens, c'est aussi effectivement un problème dans l'autre, parce qu'on voit aussi les pays en développement qui ont ouvert des marchés financiers depuis longtemps. Le Kenya, entre autres, les pays anglophones, africains dans la plupart des cas. Les résultats sur le plan de la croissance, là, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc il faut un peu modérer la guerre, si on peut dire, parce que ça renvoie à plusieurs préoccupations, n'est-ce pas, par rapport aux entreprises qui doivent être rentables pour effectivement être prêtes aussi à ouvrir leur capital au public, parce qu'en fait, Oh, tout Seigneur, tout honneur, en notre cœur, nous donne oh, tout Seigneur, tout honneur, oh, tout Seigneur, tout honneur, oh, tout... Monsieur le Président, nous invitons Monsieur le Président du jury à se présenter devant la chaire pour proclamer solennellement le résultat ou la décision du jury. Le verbal de la proclamation de résultats de la soutenance publique et la thèse de doctorat par le président Tigiri. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en sciences économiques et de gestion a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du titre de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Messieurs Omeonga, Onyembe, Nipo a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Simone, de l'Université pédagogique
Puis le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques, option gestion financière de M. Komeonga au Médico, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85/012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative bénir son fils. Voilà. Dans la mesure où ça n'a pas pu permettre l'amélioration de qualité de vie, encore moins la création d'emplois. Raison pour laquelle j'ai estimé, à modeste manière, de mener des travaux de recherche afin de relever ces défis. Il n'est pas normal, partout ailleurs, quand il y a croissance économique, il y a des choses. Création d'emplois et amélioration de la qualité de vie. Pour relever ces défis, j'ai estimé ce qui a manqué, qui manque à ce jour, c'est le financement de l'économie. Nous sommes caractérisés par une économie de rente, une économie sans financement substantiel. On a essayé avec le financement classique, que dis-je, le financement bancaire, et ce financement a montré ses limites. Il est temps que nous puissions changer de paradigme pour nous inscrire dans la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la création d'une bourse de valeur. Avec la création d'une valeur, ça peut permettre d'engager la croissance endogène. Celle-là va permettre l'amélioration de la qualité de vie, mais aussi la création des emplois durables dans notre pays. L'objectif a consisté à évaluer, à comparer et démontrer que la financiarisation est capable de booster l'économie et avoir une croissance endogène qui soit une croissance partagée par tous. Merci.